Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne CD Roy. Salut Sid. Et salut Roy. On est content de vous retrouver pour un nouveau vlog débrief sur le film du moment, la grosse sortie de ce mois d'octobre après un mois de septembre un peu léger. Joker, Folie à deux, la suite de Joker sortie en 2019 je crois. Où on a bien fait nos devoirs, voilà, un bon début de vidéo, on a travaillé pour cette vidéo comme d'habitude. Attendez, c'est l'occasion de l'expert technique d'agir dans l'ombre. On me signale dans l'oreillette que Joker de Todd Phillips date de... Avant la mort de Robert De Niro, au moins. 2019. De 2019. Bravo, j'ai bien possédé joué. les informations, voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un pour des quiz de culture G. On se retrouve donc pour Joker Folie à deux, la suite attendue ou pas. Déjà, on va parler de ça, je pense. On va revenir rapidement sur le 1. Et est-ce qu'on attendait le 2? On va pas faire non plus 20 minutes. Et ensuite, on parlera du 2. Donc, Sid, je te propose de commencer ton avis sur le 1 et on parlera de nos attentes après. Ouais, un Joker, j'avais beaucoup aimé. Autant la prestation de Joaquin Phoenix, qui a gagné un Oscar justement pour son rôle. Ah ouais, il a gagné l'Oscar pour ça? Non mais c'est possible, hein, je m'en souviens plus. Bah oui. Ok. Assistant. C'est en cours. Non, il a gagné Meilleur l'Oscar. acteur, meilleure musique de film. Ouais, voilà, il a gagné l'Oscar. Non mais ok, je me souviens plus. Mais c'est qu'il pour avait ça que... Donc, Joaquin Phoenix a gagné un Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du Joker dans Joker. Trop de Joker. Et vraiment, sa performance dans le 1 était incroyable. Tous les états d'âme qu'il montrait à l'écran à travers son personnage, tout était bien, tout était super et on était à fond dedans. Vraiment, le 1, pour moi, était un très très bon film. Pas du coup le top film de l'année, mais en termes de performance d'acteur, ce qu'avait pu produire Joaquin Phoenix, c'est un film qu'il faut voir au moins juste pour ça. Ouais. Et le propos du film, on suivait la vie d'Arthur Fleck, un comédien de seconde zone un peu raté, qui était mal dans sa peau, qui avait quelques petits problèmes psycho quand même. Et on suit en fait son histoire et comment il a vrillé pour devenir le Joker. Et non, vraiment, la globalité du film, j'avais vraiment bien aimé et c'est vraiment un très bon moment. Ouais, je te rejoins un peu sur tout ce que tu as dit. La prestation de Joaquin Phoenix était incroyable. Le film, on savait pas trop à quoi s'attendre. C'est-à-dire que c'était cette mode où on commençait à faire des films sur des méchants sans le super-héros qui est censé l'accompagner. Et on se disait, est-ce qu'un film Joker peut tenir sans Batman? Puisqu'on savait que ça se passait à une époque où Bruce Wayne est encore enfant, donc Batman n'existe pas. Et au final, tout centré sur le Joker, c'était un propos très intéressant qui parlait de maladie mentale, qui parlait de services sociaux, d'abandon des personnes les plus fragiles dans la société. D'échecs aussi. Et comment tout cette société... Enfin, en gros, c'était vraiment le film Société. Le film, on vit dans une saucisse. Et malgré tout, c'était intéressant. Mais à la fin du film, le Joker donc, devenait un symbole malgré lui, parce que lui voulait juste être entre guillemets, reconnu en tant qu'humain. Il était là, et l'enchaînement, sa surmédiatisation et le fait qu'il ait vrillé à la fin du film fait que c'est devenu une icône pour la société de Gotham dans l'univers du film. Là où c'est marrant, c'est que le film Joker lui-même est devenu malgré lui une icône pop culture et d'une certaine, on va dire, population. Parce que c'est un film qui a été quand même, on va pas se mentir, pas mal récupéré par certains milieux, les milieux un peu incels, les milieux etc., qui disaient que ce film montrait un peu leur quotidien. Et que ce film dénonce en fait. Et je pense que le 2, on en parlera plus tard, mais justement revient un peu sur ce qui est devenu malgré lui le film Joker. Parce que Todd Phillips interrogeait sur le phénomène qui est devenu, parce que maintenant le maquillage de ce Joker-là, c'était comme à l'époque de Heath Ledger avec le Dark Knight, c'est ce maquillage de ce Joker-là, il est devenu iconique, tout le monde sait d'où il vient, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait ce que ça représente. Surtout, ça représente justement ce pauvre qui n'hésite pas à faire preuve de violence pour s'imposer dans la société, et à la fin du film, il y avait une révolte. Donc oui, je suis parti trop loin, mais globalement, le 1, c'était... Moi, j'ai bien aimé, je trouve que c'était pas un film parfait, mais c'était un film quand même qui m'avait bien pris, j'avais vu 2 fois au cinéma avec plaisir, et puis il est là-haut, et il est dans ma collection avec plaisir. Mais du coup, est-ce qu'on attendait un 2 après ce 1? Le 1 se suffisait à lui-même, c'était l'ascension du Joker, parti de rien, et en fait, avec des concours de circonstances, il se retrouve iconique. On s'attendait pas forcément à un 2, et quand le 2 est annoncé, on se dit, ça peut peut-être embrayer sur comment le Joker est passé d'une icône de société de révolte à une icône du mal. Ouais, super méchant. Voilà, et comment il est passé de ce côté-là, icône de la société, à super méchant,
comme le Joker qu'on connaît à travers toutes Comment les en fait œuvres qu'on a vues. comment il va structurer cette espèce de révolte qui mène malgré lui à devenir... Parce qu'en fait le Joker normalement est quand même quelqu'un d'organisé avec des minions qui le suivent et toute une organisation autour de lui, il agit quand même pas tout seul. Et c'est vrai qu'à la fin du 1 on voit mal comment cette personne-là peut devenir... Sauf que plus a avancé les annonces pour le 2, plus on s'est rendu compte que non, ça n'allait pas être ça. Du coup, ils ont annoncé très rapidement que ça se transformait en comédie musicale avec l'actrice Lady Gaga qui va partager l'écran avec Joaquin Phoenix pour le 2. Et donc on s'est dit, c'est pas vraiment les attentes qu'on pouvait avoir. Moi, quand ils ont annoncé un 2, j'étais en mode non, fallait pas. Puis ensuite, ils ont dit ça va être un film avec Harley Quinn et ils vont en faire une comédie musicale. Tu comprends parce que Lady Gaga, en réalité, c'est pas non plus une actrice de fou, mais c'est quand même une très bonne chanteuse. Donc autant en faire une comédie musicale. Mais je trouve que c'était intéressant parce que le personnage d'Harley Quinn à la base, comme elle a été écrite quand elle a été créée dans la série des années 90, c'était sa psychologue qui tombe amoureux de la folie du Joker. Et donc je me dis, le 1 était tellement centré sur l'aspect psychologique et maladie mentale qu'effectivement c'est intéressant d'en faire un 2 avec quelqu'un qui trouve fascinant ces maladies mentales et etc. Donc le pitch de base m'allait. Je savais pas trop comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir côté comédie musicale, mais j'avais quand même un peu de hype et je sais plus où est-ce qu'on l'avait placé dans notre liste. Ouais, il était dans mais le il top était 10, quand même dans le top 10. Et donc maintenant, la réponse que tout le monde attend, est-ce que ça valait le coup ou pas, Joker 2 ? Joker Folie à 2, donc on retrouve Arthur Fleck maintenant en détention provisoire en attendant d'être jugé pour les crimes qu'il a commis dans le 1. Il est interné à l'asile d'Arkham, où dans l'univers de Batman on interne tous les fous et où les conditions sont absolument horribles. Et donc on suit Arthur Fleck, comment se passe sa vie maintenant qu'il est devenu ce symbole, mais qu'il est enfermé et qu'il suit un traitement et qu'il va être jugé. Au milieu, il rencontre Harley Quinn et ça va chanter. A beaucoup chanté. On va commencer, si tu veux bien, par le côté comédie musicale du film. Alors, sur la partie comédie musicale, les chansons s'intègrent bien à l'histoire, elles sont bien dans le flow du film. C'est pas où dès que ça va chanter, hop, ça va partir en couille dans tous les côtés, on va switcher l'histoire. Non, la plupart des chansons, elles sont... Oui, ça reste terre à terre dans la mise en scène. Terre à terre, et c'est ce qu'ils pourraient se dire. Vraiment, c'est leur dialogue à eux qu'ils font en chanson. Il y a quelques moments où les chansons sont plus imagées et on passe sur une mise en scène totalement différente parce que c'est pour marquer la chanson qui est importante. Oui, puis c'est des moments fantasmés par le Joker, quoi. Par le Joker, du coup, ces moments-là sont bien, mais c'est pas toutes les chansons. Du coup, sur ce côté-là, c'est bien parce on a des chansons qui s'intègrent bien dans le film, dans les discussions, d'autres qui vont montrer des nouvelles images et de nouvelles perceptions du Joker. Après, toi, à la base, t'es pas fan des comédies musicales. Non, j'en regarde pas énormément, c'est pas le truc que je vais me dire tous les dimanches, oh vas-y, je vais me regarder. Non, mais quand tu sais qu'un film est une comédie musicale, ça te tente pas de le regarder. Non, mais là pour le coup, l'intégrer au Joker, ça a bien fait. La dernière comédie musicale avec Lady Gaga, je l'ai adorée, donc ouais, c'est vrai que... c'est pour ça que là sur le coup, ça me tentait bien, ça me hypait bien d'avoir ça, ce côté-là. J'ai pas été trop déçu, juste les chansons peut-être, elles se ressemblent assez, je suis d'accord, ouais. Elles ont beaucoup le même rythme, le même ton. À part celle spéciale avec une mise en scène, les autres sont presque identiques. Elles ont forcément des propos différents, des paroles différentes. C'est exactement ça, quoi. Mais elles sont assez ressemblantes. Voilà, justement, je trouve que les 2-3 premières ça marche, puis quand tu arrives à la 4e, 5e, tu te dis mais en fait c'est un peu toujours la même chanson. Le problème étant surtout que, comme tu dis, il y en a beaucoup qui n'ont pas une mise en scène très, on va dire... exagéré, fantasmagorique, comme on pourrait avoir généralement dans les comédies musicales où beaucoup de gens vont se mettre à danser, tout le monde va se mettre à danser, ça reste quand même assez terre à terre, mais du coup, elles ont toutes la même formule. Le personnage qui va commencer à chanter va d'abord marmonner parce qu'il assume pas trop de chanter, puis au fur et à mesure, au bout de 30 secondes, il va commencer à prendre un peu d'ampleur, et puis au bout d'une minute, il chante fort et les instruments l'ont rejoint. Sur la première, je peux comprendre, parce que d'un coup ça se met à chanter, tu veux pas non plus tout balancer, mais quand ça fait 4 ou 5 fois que tu commences tes musiques comme ça, tu te dis, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris que c'est une comédie musicale, assume, et balance un petit peu de musique qui soit mémorable. Le principe d'une comédie musicale, c'est que les personnages, à cet instant-là, on coupe la narration et on chante ce que les personnages ressentent, de manière beaucoup plus niée, parce que c'est dans une chanson que ce que tu pourrais dire dans un dialogue. Et c'est un peu le cas ici, mais ça reste un petit peu trop ce que les personnages pourraient se dire, et pas assez quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand une chanson commence, on sait ce que le personnage veut dire avant qu'il le dise, et du coup quand elle se finit,
t'es rarement en mode « Ok, cette chanson m'a appris quelque chose sur la psyché du personnage ». Or, pour moi, l'avantage d'une comédie musicale, c'est de permettre d'explorer un peu plus que via un dialogue qui doit rester, on va dire, un peu plausible, d'explorer vraiment les sentiments qu'il n'oserait pas dire ou quelque chose que justement il n'ose pas dire à quelqu'un. Et ça le fait un peu, mais j'ai été déçu sur l'aspect comédie musicale. Ça le fait sur celles qui sont imagées Voilà, et qui sortent de la narration. Celles qui sont fantasmées, mais qui du coup, elles sortent de la narration et en même temps, le film trouve un moyen de les intégrer dans la narration et c'est là que c'est le plus intéressant, mais ça concerne peut-être 3 musiques de tout le film. Ouais, parce et que la plupart du coup, sont intégrées dans les dialogues. Je me dis acte manqué. Soit il fallait peut-être en couper une ou deux et garder celles qui sont vraiment bien, soit peut-être se creuser la tête pour en mettre une ou deux un peu plus travaillées. Du coup, je suis un peu mitigé sur cet aspect-là. Et après, au niveau interprétation, Joaquin Phoenix, il y a des moments où il m'a impressionné, mais c'est pas non plus... Ouais, mais sa performance, elle est un peu moins bien que dans le 1, j'ai trouvé, dans la globalité. Ah oui, moi je parlais uniquement en termes de chansons, mais oui, ah oui. En termes de... Enfin, tu te dis, est-ce qu'il sait chanter ce mec-là au final? Ouais, voilà, donc il y a des moments où il y arrive. Sur les chansons imagées, il y arrive très bien. Ouais, c'est... Mais sur les chansons qui sont intégrées au dialogue, c'est un peu plus compliqué. Là où Lady Gaga a plus de facilité. Après, Lady Gaga, elle s'en sort, il n'y a pas de problème. Elle, sur la chanson... Et je trouve qu'elle est un peu sous-utilisée, tu vois. Et je m'attendais à ce qu'il balance beaucoup plus elle a une voix puissante, elle est capable de moduler, et il y a quand même un peu ce reproche que j'ai, c'est qu'elle commence par les marmonner, et il y en a beaucoup qu'elle chante un peu comme ça. Ouais, parce que, tu vois, bon après c'est pas un reproche, mais je pensais qu'ils allaient utiliser Lady Gaga à fond, un peu comme ils font dans A Star is Born, où vraiment... ouais, c'est elle qui prend le lead, forcément. Elle prend le lead. Mais du coup, ouais, sur la prestation générale de Joaquin Phoenix, t'allais dire que... Ouais, sa prestation un peu moins bien que dans le 1. Peut-être parce que du coup, comme le film n'est pas exclusivement centré sur lui, qu'il y a quand même l'aspect... C'est vrai que Lady Gaga prend beaucoup de place. Ouais, elle a une grosse importance. On retrouve ce qu'il a pu produire dans le 1. Mais je sais pas, dans la globalité, j'ai trouvé un peu en dessous. Il n'y avait pas tout ce qu'il pouvait avoir de folie dans des scènes de folie qu'il y avait dans le 1. On l'a un peu moins dans celui-là. Du coup, sa performance, elle est un poil en dessous. Elle est moins marquante et je trouve qu'elle est plus basée sur des mimiques. C'est-à-dire que dans le premier, tu savais pas à quoi t'attendre et il bougeait son corps de manière qui te surprenait. Et en même temps, c'est logique parce que ce personnage, à bout d'un moment, il a sa propre toque comme on a tous. Mais du coup, tu as déjà vu ce personnage évoluer et donc quand il refait des grands où il se met en arrière et il le fait 3, 4, 5 fois dans le film et t'es en mode bon, oui d'accord, tu es le Joker et tu fais ça. Il le fait mais pas forcément dans des scènes qui sont... Qui le mériteraient quoi. Ouais, qui mériteraient ou iconiques. Là où il fait dans le 1 en haut des escaliers ou pendant sa descente d'escalier, à ce moment-là ça reste iconique. Et depuis, tout le monde le fait. C'est où c'est New York? Ouais, c'est vers du coup, vers le Bronx. Tout le monde qui va visiter New York veut trouver ces escaliers, ils ont kiffé le film et faire les mêmes gestuels. Là, dans celui-là, il le fait à certains moments. On a l'impression qu'il le fait juste pour le faire et que c'est un cahier des charges. Je peux pas vraiment aborder sans trop spoiler le film, mais je pense qu'il y a un propos sur tout ça. Mais en tout cas, il est vrai que quand tu vois Joaquin Phoenix reprendre son Joker, il le joue très bien comme il le jouait. Il rigole toujours de manière dérangeante comme il peut, etc. Mais c'est peut-être moins surprenant. Mais j'ai plus l'impression, comme tu dis, qu'il y a un cahier des charges de mon personnage tel que je l'ai créé fait ça. Au lieu de continuer un petit peu... ouais, le flow, l'impro. L'impro, donne-moi un peu des postures qu'on n'a jamais trop vues. Surtout que le personnage est quand même cabossé par la vie. Tu vois, là c'est peut-être un peu trop, j'ai l'impression, presque personnage de jeu vidéo qui fait tu sais, des célébrations là où t'en as 4 et t'en choisis une sur les 4 et donc au bout d'un moment tu t'en lasses quoi. Après ce qu'on dit dans le 1 c'est un 10 sur 10, dans celui-là c'est un 8 sur 10. Oui, non, après non. Et voilà, c'est juste sa performance est un peu moins bien. Et peut-être qu'on lui donne moins à bouffer aussi en termes de jeu parce que il est un peu moins le centre de l'histoire. Enfin, il est le centre de l'histoire, mais les autres personnages prennent de la place. C'est le centre de l'histoire, mais c'est pas le centre en termes de caméra dans pas mal de scènes. Au niveau de la réalisation, j'ai pas remarqué trop de plans. Alors moi, ce que je reprochais, on en parlait hier, c'est qu'il y a quelques très bons plans, très très bonnes idées qui malheureusement sont dans la bande-annonce et qui fait que quand tu vois le film après, tu te dis « ce plan est incroyable ». Mais je l'ai déjà vu, donc ça me marque moins. Il y a beaucoup de longs plans séquences où on va suivre Arthur déambuler dans des couloirs de cet asile, etc. Donc on veut montrer le poids de son quotidien. Et en même temps, le film s'est cuté pour montrer qu'il fait toujours la même chose et qu'il a en gros pas d'avenir. C'est pas mal.
Quand il est justement dans une vision fantasmée, je trouve que le film arrive à d'un coup se changer sa palette de couleurs pour te faire comprendre que tout d'un coup, il se passe quelque chose dans la psychologie du personnage qui fait qu'il voit les choses de manière différente. Ce qui est un peu le propos du film, il voit, suite à certains événements, les choses de manière totalement différente. Mais j'ai pas non plus trouvé que c'était une masterclass, comme diraient les gens sur internet. C'était de bonne facture. Mais ça m'a pas marqué plus que ça. Et j'ai là tout de suite, en y réfléchissant, en rentrant chez moi hier après le film, je me suis pas dit, waouh, il y a plein de scènes que j'ai envie de revoir. Il y en a une ou deux, mais voilà. Le fil du film est plutôt pas mal avec comme on disait au début, donc Harley Quinn qui va débarquer dans la vie d'Arthur et que toute leur relation slash romance tout au long du film. C'est plutôt bien amené, ce côté-là. Et le fait que Arthur devienne dépendant à Harley Quinn. C'est pas Harley Quinn, mais enfin le nom, parce qu'elle est pas encore... Ouais, elle est pas transformée en Harley Quinn. Elle reste encore son personnage de base. Arthur devient vraiment dépendant, il ne voit plus que elle et que sa solution en fait dans la vie, c'est elle. Et ça, le film le montre bien tout au long des événements. Ça rejoint un peu la logique des Ansel. En gros, tu trouves quelqu'un dans ta vie et d'un coup, tous tes problèmes sont réglés. Ouais, mais on le voit dans le 1, sa vie, c'est un bordel sans nom. Il a rien réussi dans la vie, il a des problèmes, c'est tout. Et il y a cette lueur d'espoir qui apparaît. Ça peut lui permettre de sortir de là, sauf qu'à côté, il y a tous ces problèmes. Le fait qu'il soit une icône en tant que Joker. Et le propos principal du film, qui est son procès, qui a été très peu teasé ou annoncé. Et qui est la meilleure partie du film. Mais c'est 70% du film, c'est le procès du Joker suite aux événements du 1. Film de procès, c'est toujours un banger. C'est un avocat qui parle. Hein. Du coup, non, tous les aspects du procès, les différents moments, l'évolution du personnage à travers le procès, qui justement va prendre une dimension différente, tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas été annoncé. Et on prend du plaisir à le voir, à le découvrir. Et ça, c'est peut-être un reproche qu'on peut faire sur pas mal de films aujourd'hui, c'est que tu as des bandes annonces qui tissent tout, toutes les infos sortent avant le film, du coup, quand tu vas voir le film, tu n'as plus de surprise. Et c'est moi je suis très content qu'il y ait une scène notamment dans le procès qu'on m'ait pas montré avant, alors qu'il aurait été très facile et ça m'aurait hypé de voir le film, mais je suis très content de ne pas l'avoir vu avant. Il y a une scène où j'ai explosé de rire pendant le procès qui était géniale. Mais... D'ailleurs, ça va commencer à être compliqué qu'on en parle sans faire ce qu'on reproche aux bandes annonces de faire, c'est-à-dire de trop en parler. Bon, le scénario, moi j'aimerais bien parler du scénario, mais je peux pas parler du scénario sans spoiler le film. Non, donc on va en parler un peu après. Écoute, je pense qu'on peut peut-être clôturer notre avis global sans spoiler, parce qu'on n'a pas vraiment dit ce qu'on en avait pensé en fait. Donc verdict, Joker Folie à 2. Passe un bon moment, j'ai bien aimé, moins bien que le 1. En vrai, ouais, un peu moins bien que le 1. De la tournure qu'ils ont voulu faire, mais on passe un bon moment. Les 2 heures, je les ai pas trop sentis passer. Ça s'enchaîne bien, il y a des éléments, on va dire, aux prémices du film, puis tout le long du film qui est le procès. Et vraiment, non, je passe un bon moment. Ok, donc tu recommandes Joker 2. Ouais, c'est les gens qui... Après, les gens qui ont aimé le 1 vont peut-être moins aimer le 2. Et les gens qui n'ont pas kiffé le 1 vont peut-être plus apprécier. Ça va faire l'effet inverse. Je pense pas. Moi, je pense que si t'as pas aimé le 1, le 2 te fera pas aimer ni le 1 ni le 2. Non, mais tu vas pas aimer le 1. Ça te fera pas aimer le 1, mais tu vas peut-être plus apprécier le 2 que le 1. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Je passé un très bon moment. Je suis content de l'avoir vu. Mais bon, moi, je suis un peu à l'inverse de toi. Les 2 heures, je trouve que le film, via ce qu'on disait sur les musiques qui se répètent, les personnages qui explicitent des choses qu'on sait déjà. En chanson, je trouve qu'il y a un problème de rythme, peut-être un peu au début. Quand arrive la partie procès, tout va très bien, mais il y a un autre propos du film sur justement ces conditions de vie dans l'asile, et je trouve que ça a un peu tendance à prendre trop son temps ou tourner en rond. Donc il y a j'enlèverais peut-être une dizaine de minutes, ce serait parfait. Mais là, il y a une petite dizaine de minutes que je sens en trop. Mais moi, je recommande aussi Joker 2, qui est peut-être plus intelligent que ce que je pensais quand je l'ai vu. En y réfléchissant, je me dis que le film est peut-être plus intelligent que ce que je pensais. Ah, s'il fait réfléchir, c'est... Ça fait réfléchir, on vit dans une société, mais pour ça, il va falloir qu'on aborde la partie spoiler. Alors, partie spoiler, plein de trucs à dire. Est-ce que tu as des trucs à dire ou tu veux que je commence ? Moi, ça va être la fin, une des scènes du procès. Commence et je rebondirai sur... Alors, j'ai envie de parler du film, je vais ouvrir le débat. Peut-être que je me trompe, mais mon analyse sur ce film, c'est que c'est pas pour rien que c'est un film de procès sur le Joker et qu'on essaie de savoir si le Joker est bien le Joker ou s'il a un dédoublement de personnalité. Je le vois vraiment comme un propos méta le réalisateur
fait un film qui juge comment a été réceptionné son premier film. Parce que dans le film, malgré les horreurs qu'a fait Joker, il a quand même tué 5 personnes, en réalité 6. Il a des adorateurs, il a des gens qui sont à fond derrière lui et qui l'aiment justement parce que c'est un jusqu'au-boutiste et qui pourrait aller jusqu'à reproduire, qui regrette rien de ce qu'il a fait, etc. Et à la fin, Arthur Fleck s'effondre et dit non, il n'y a pas de Joker, j'ai fait ça et c'est horrible et il faut me condamner. Ouais, Et c'est là que les gens se lèvent et se barrent parce que justement, ce qu'on voulait, c'était un Joker qui assume, etc. Bah, Et donc, un personnage anarchique qui est vraiment contre la société et qui va être là pour soulever des foules et amener à cette révolution populaire qu'il y a à la fin du 1. ouais, mais regarde, moi je le lis vraiment comme ça, c'est-à-dire, non les gars, moi mon propos dans le 1, c'était que c'est la société qui est tellement malade qu'elle crée des malades comme moi, mais que c'est pas une bonne chose et qu'il faut pas me fantasmer. Harley Quinn pousse, mais assume que tu es ça, que c'est pas la société, c'est la faute de tout le monde et que du coup tu dois être mauvais. Ouais. Et lui à la fin il s'effondre et dit non, je suis désolé, je peux pas jouer ce rôle, c'est un rôle, c'est pas moi, je l'ai fait. Il dit pas forcément qu'il le regrette, en gros il dit, quand il avoue, faut me condamner pour ça, c'est pas bien. Et au final, il arrive à s'échapper malgré lui, on ne sait pas vraiment comment. Et d'ailleurs, le film dit, regardez, même s'il arrive à s'échapper, la première chose qu'il rencontre, c'est des fanatiques de lui. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ça lui donne envie de s'échapper. Alors qu'en fait, tu peux t'attendre, en fait, il va devenir ce fameux leader et donc il va accepter, il va être content. Non, il se barre. Il se barre parce que la seule chose qui lui importe, c'est Harley Quinn. Et Harley Quinn, qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle voulait ce révolutionnaire qu'il n'est pas. Elle ne l'aimait pas pour lui, elle l'aimait pour ce qu'il était. Dans sa tête. Typiquement, je pense, un message tout ça méta sur vous n'aimez pas mon premier film pour ce qu'il est, vous l'aimez pour ce que vous pensez qu'il est. Je vous le dis tout de suite, mon film n'est pas ça. Mon personnage, il est pas héroïque, il n'est pas classe, il est pathétique. Malade. Il est malade, il faut l'aider, il a fait quelque chose de mal et à la fin, il est tout seul. Parce que les 8 conditions que j'ai dit avant, là, ça donne quelqu'un de pathétique qui forcément, Harley Quinn ne peut pas tomber amoureux de ce personnage-là. Pas forcément pathétique, mais plus ça ne correspond pas à ce qu'elle idéalise. Ce personnage fort qui va être là contre tout le monde et comme tu dis, qui va vraiment aller jusqu'au bout. C'est pas ce qu'elle voyait et sa vision s'effondre. C'est comme si d'un coup elle avait eu la vitre pétée à l'intérieur. Ouais, mais tu vois, lui, la seule raison qui lui donnait envie de vivre, c'était l'amour d'Harley Quinn, mais l'amour d'Harley Quinn ne passe que par le Joker. Ne passe que par le Joker, donc en gros, c'est pas lui qu'elle aime, c'est une vision qui n'existe pas, et donc en fait, il peut passer sa vie à se mentir pour essayer de conserver cet amour. Mais en fait, ça marche pas. Donc tu vois, c'est vraiment, je pense, une remise à plat du regardez. Vous vouliez un Joker qui soit... c'est ce que veulent les gens au procès, ils veulent que tu sois le Joker, que tu agisses. Et d'ailleurs, la scène où il agit comme le Joker, ça te prend au trip, toi, spectateur, tu te dis « Ah, il se passe quelque chose et tout ». Ça y est, sa personnalité de Joker prend le dessus, il a libéré et ça va engendrer quelque chose. Mais réfléchis à ce qui se passe dans cette scène, il est horrible avec son pote. Hein. Ouais. Son pote, il lui dit « Mais pourquoi tu me fais ça ? T'étais le seul. » En gros, quand t'étais Arthur Fleck, t'étais une bonne personne. Malgré tout ce qui t'est arrivé, où t'avais un bon fond et t'as mal tourné pour plein de raisons. Et là, le Joker, t'es juste un connard, même avec moi, t'étais la seule personne qui me comprenait. Donc vraiment, pour moi, il y a une espèce de désacralisation de son personnage. Ok, dans le premier, j'ai voulu montrer à quel point ça peut donner... C'était un taxi driver en numéro 2, quoi. Ouais. Et en fait, il y a toujours des gens qui vont idolâtrer le personnage d'American Psycho, le personnage de Taxi Driver, le personnage du Joker. Et donc, je pense que Todd Phillips a vraiment voulu mettre... Regardez, il va y avoir des Harley Quinn qui vont te dire que c'est... ce que tu dois être, et alors que non, en fait, c'est pas ce que tu es. Et bon, voilà. Donc, pour moi, tout le film est une métaphore pour essayer de déconstruire le premier. Du coup, t'as la scène, il y a son pote qui vient témoigner contre lui, qui est importante. Et dans la foulée, quand il retourne à l'asile, qu'il y a tous ces co-détenus de l'asile qui veulent se révolter, et qu'il y a un de ses poteaux qu'il a un peu pris sous son aile, qui se fait tuer, et on voit le Joker dans sa cellule recroquevillée en PLS, et on a la lumière qui est juste sur son œil, en train de pleurer, qui comprend. Et là il pleure, hein, il est vraiment pas heureux à ce moment-là. En fait, il réalise vraiment qu'à cause de lui, il y a des gens qui l'apprécient, qui subissent soit des traumas, soit qui meurent. Alors qu'en fait, il n'a pas vraiment de message politique, le Joker. Non. Tu vois, il porte rien. Quand c'est des Che Guevara ou quoi qui ont un vrai message politique, tu es prêt à mourir pour une cause. Mais la cause du Joker, c'est juste le chaos. Et bon, ça peut être une cause politique en soi, hein, à ne pas du tout confondre avec l'anarchisme. Mais le chaos peut être une cause en soi, mais c'est pas vraiment la cause d'Arthur Fleck. Arthur Fleck, il le dit. Quand je mets le costume, là j'existe. Là vous me regardez, là d'un coup je deviens quelqu'un. Mais ça, c'est pas une cause politique. Et donc ça vaut pas que des gens meurent pour ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que le film en fait est beaucoup plus intelligent que ce que tu peux lire, je pense, sur la surface. Si tu analyses un peu ce qu'on te montre et pourquoi on te le montre,
Et donc du coup, en sortant, enfin on avait dit ensemble, on est allé le voir avec un pote, big up d'ailleurs Albi, je comprends pas pourquoi est-ce que y a la scène d'explosion et qu'il peut s'échapper. Bah, c'est soit il y a des gens qui ont voulu le faire libérer, mais c'est pas mon... Enfin, on voit pas ces gens-là après, parce que Arthur il sort et c'est KO. Soit c'est juste, dans la ville de Gotham, bah, il y a une voiture qui a explosé parce que attentat, voiture piégée. Ce qui peut arriver, parce que Gotham, c'est dans l'univers d'ici, ça reste une ville où il y a énormément de criminalité et c'est la ville la plus malfamée de leur univers. Et derrière, Arthur, il met du temps à sortir. Il sort, il regarde ce qui se passe, il arrive dans la rue, et là il y a un mec déguisé en Joker, il fait « Oh putain, c'est le vrai !» et qu'il embarque. Et Arthur, il est en mode « Laisse-moi... » Enfin, il comprend pas ce qui se passe. Ouais, mais justement, tu vois, il faut l'analyser. Il avait pas particulièrement envie de sortir. Non, lui, il est libre. Il était libre à l'intérieur ouais. parce qu'il a avoué. Il a avoué, il est libre à l'intérieur. On lui permet de s'échapper. Bon, évidemment, tu vois, il court pas non plus, il sait pas trop où il est, etc. Et quand il voit un mec maquillé et habillé exactement comme lui, ça lui fait pas plaisir. Il se dit, putain, c'est pas ce que je veux être. Et d'ailleurs, quand ils sont dans la voiture et qu'ils sont en mode ouais, c'est trop cool, tu vas pouvoir tout, il est en mode je veux pas être ça, moi ce que je veux c'est être avec Harley Quinn. Et quand Harley Quinn lui dit en fait c'est mort, il a plus aucune raison de vivre. Bah, ça rejoint son propos au début. Il le dit au début du film en référence au 1. C'est quand il est allé sur le plateau de Murray, donc le présentateur qui l'assassine dans le 1. Il dit j'avais qu'une envie, bah en fait c'était juste me suicider à l'antenne. Sauf que l'autre, il a tellement parlé, il a tellement monté le mou qu'il a brillé et c'est à ce moment-là qu'il a agi comme le Joker. Mais du coup le propos de ce film-là, c'est que le Joker qu'on suit n'est pas le Joker. Non, ça on le comprend avec la scène de fin. La scène de fin et la scène où Harley lui dit. Mais effectivement, c'est pas encore Harley Quinn. Elle cherche un Joker et en fait, elle pensait l'avoir trouvé en Harley Fleck et Harley Fleck. Je dis quoi? Harley Fleck. Putain, pardon. Arthur, ouais. Ouais, bon, ouais, voilà, il y aura l'erreur. Mais Arthur Fleck n'est pas le Joker, en tout cas, n'est pas le Joker tel que les fans le veulent, tel que le public le veut. C'est un Joker tel que la société le créerait. Et la scène de fin montre bien. Et ces gens dans la vraie vie, c'est pas des gens que tu as envie d'iconiser, c'est pas des gens qui sont heureux, ils soulèvent pas des foules, c'est des gens dans des asiles qui se font tabasser et dont tout le monde se fout. Et fin de l'histoire. Quand à la fin c'est juste un mec qui se fait tabasser, d'un coup il n'y a plus aucune magie dans les yeux de Harley, qui au fur et à mesure, d'ailleurs très bien fait au niveau des costumes, au fur et à mesure elle met de plus en plus des petites pièces, elle a les collants en forme de carreaux, elle a le maquillage, elle a jamais tout en même temps. Non, mais si tu fais un cumul de tous les éléments dans le film, tu as la ouais, mais tenue comme tu dis, au début elle est habillée normalement pour le premier jour du procès, et au fil des jours... Elle a des éléments différents, mais jamais tout en même temps. Ce qui prouve qu'à ce moment-là, ce personnage n'est pas encore Harley Quinn, c'est juste Harley, et qu'elle finira par trouver un autre Joker, le Joker qu'elle attend, ou elle deviendra la Harley Quinn. Surtout, elle attend retrouver la personne qu'elle idéalise et qu'elle veut dans sa vie, parce qu'au final, elle aussi a des problèmes, un peu comme Arthur. Ouais. On nous dit qu'elle est issue d'une bonne famille, elle a fait des études, bon bah elle est psy. Sauf qu'en fait, dans ce film-là, on voit qu'elle a une adoration pour le Joker, elle a la recherche de quelque chose à idéaliser, donc elle aussi, elle est un peu dans le même état qu'Arthur. Mais ce qui nous prouve que c'est pas le vrai Joker et qu'elle n'est pas encore la vraie Harley Quinn, c'est que normalement, dans la relation, c'est Harley Quinn qui est en dépendance totale du Joker. Et au tout début, quand il se rend compte, c'est ça. Elle est en admiration devant lui, alors que lui, il fait rien d'extraordinaire, il se dit j'ai quelqu'un à ma botte. Et très rapidement, comme tu dis, la relation va s'inverser, c'est lui qui va être dans une véritable dépendance de elle, et elle qui va devoir lui dire mais sois comme ça, fais ci, fais ça. Ouais. C'est pas ce qu'elle veut, et je pense que ce que tu disais avec la toute fin du film, quand elle aura trouvé son vrai Joker, c'est elle qui sera en dépendance de quelqu'un qui s'en fout d'elle. C'est ça la relation normalement Joker-Harley Quinn, c'est que même si au fur et à mesure ils finissent par avoir un peu de tendresse l'un pour l'autre, Joker est quelqu'un qui maltraite Harley Quinn mais qui est dans une telle dépendance psychologique que ça marche. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que lui est dans une dépendance psychologique, ce qui du coup la fait fuir parce qu'elle comprend que c'est pas ce qu'elle recherche. Ouais, c'est... Et donc t'as la scène de toute fin. La scène de fin où après le procès, Arthur se refait capturer. Et il retourne dans l'asile, où il se fait prendre au piège, et en gros, il y a un mec qui débarque pour le tuer. Et à la fin, la caméra, elle est en focus sur Arthur qui est en train de mourir, d'agoniser. Et au fond, on voit ce mec avec son couteau qui est en train de se faire les balafres, les cicatrices au niveau des joues. Cicatrices qu'on connaît très bien avec les différents personnages du Joker qu'on a vus. Et là, on se dit, ben voilà, le mec fou, le Joker qu'on attendait, en fait, c'est un mec random qui est apparu, qui a tué l'icône qu'il y avait.
Et qui C'est va ça, peut-être hein. se transformer en Joker plus tard. Mais du coup, pour moi, c'est un message du réalisateur. Regardez, le Joker que vous attendiez, c'est un personnage là, regarde, c'est un fou, c'est un taré, il va te planter en plein milieu Ouais. et il va se scarifier, etc. Parce qu'il est Moi, heureux de l'avoir fait. Moi, mon Joker, celui que dont je voulais parler, bon, je le tue comme ça et vous êtes sûr que c'était pas lui et vous êtes sûr qu'il reviendra pas, c'était le dernier film. Mais tu vois, il y a tout un propos, je pense. Et c'est en tuant ce personnage-là que le vrai Joker, le fou, commence à se scarifier et devient le Joker dont va sûrement tomber Harley Quinn plus tard quand elle va le rencontrer. Parce que lui a vraiment un air dérangé et tu sens qu'il y a une folie, on va dire, compulsive. Là où Arthur Fleck arrivait quand même dans ce film, il se maîtrise quand même beaucoup. Bon, il prend ses cachets ou il les prend pas, on n'arrive vraiment jamais trop à savoir quand il les prend pas, mais dans toute la scène du procès, il tient pas des propos non plus incroyablement fous, parce qu'on dit que son QI est limité et qu'il est quand même un peu dérangé, mais je trouve qu'il apparaît pas comme immédiatement fou, folle dingue. Non, il a son côté, c'est juste... Au final, il est poussé par Harley Quinn pour redevenir le Joker, mais tout le début du procès... Il y a son avocat qui lui dit bon, il faudrait que tu fasses ça et ça, et il apparaît sereinement, il est calme, posé, alors il est peut-être dérangé, ce qui est le cas, mais il n'a pas cette folie qu'on a pu voir à la fin monter crescendo dans le 1, et la folie qu'on lui prête en tant que Joker. Il l'a, mais cette fois il l'a dans sa tête. Il y a 2 scènes où il va fracasser quelqu'un, mais cette fois il va pas le faire dans la vraie vie, il a envie de le faire, mais je pense que il repassera plus à l'acte. Mais alors du coup, tu vois, le court-métrage du début de film. Oui, avec son ombre. Ouais, ça voudrait dire qu'il y a bel et bien 2 personnalités. Pour moi, il en a 2. Pour toi, il en a 2 ? En fait, le Joker est apparu, c'est son esprit de rébellion contre la société qui apparaît dans le 1, qui monte, et ça débouche à cette personnalité-là. Donc pour toi, son avocat avait raison. Qu'il est fou. Qu'il a 2 personnalités. Pour moi, il a 2 personnalités, sauf qu'elle monte, elle est forte à un moment donné, sauf qu'elle s'estompe, et Arthur arrive à reprendre le contrôle dessus et ne pas se laisser aller à cette personnalité. Et quand Arthur te dit lui-même, il n'y a pas de deuxième personnalité, il n'y a que moi. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait du mal à son pote et qu'un de ses collègues de l'asile est mort à cause de lui. Et je pense que ça a dû le marquer et le faire réagir et peut-être tuer la personnalité du Joker qu'il avait. Et du coup, il dit non, c'est bon, il n'y a plus que moi. Ok, là on n'est pas d'accord. Pour moi, moi je le verrais comme ça. Parce que tu vois, en plus, il y a quelque chose dans la réal qui peut soutenir ton propos, c'est quand il prend et qu'il s'assoit, et là, il a bien 30 secondes où il dit rien et on lui dit ça va, et c'est peut-être le moment où justement il switch de personnalité. Moi, je l'ai juste vu, comme toute personne, il y a des moments où il a envie d'être violent. Enfin, pour moi, il a qu'une seule personnalité. Il joue un rôle. Oui, et en fait, c'est comme toute personne, il y en a, tu sais, ils ont besoin entre guillemets, de se mettre une carapace pour d'un coup... faire ressortir un peu certains traits de leur personnalité, mais leur même personnalité, qu'ils osent pas. Il y en a, c'est derrière un écran, il y en a, c'est en portant des costumes, ou il y en a qui c'est en se déguisant ou de certaines manières. Il y en a qui d'un coup prennent l'assurance et arrêtent de se faire marcher dessus. Et quand tu t'es tellement fait rabaisser, tu deviens violent à l'extrême. Là où toute personne normale, quand elle se fait un petit peu bousculer, elle se révolte et donc la haine emmagasinée est petite et il n'y a pas une explosion de... C'est le théorème du banquier. Tous les jours, au guichet de banque, il y a quelqu'un qui vient engueuler le mec qui est au guichet du banquier. Donc les clients, ils viennent, ils gueulent pendant 5 minutes et ils sortent de là et c'est bon, ils sont soulagés. Et le mec, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient lui gueuler dessus et qui vient lui gueuler dessus, qui vient lui gueuler dessus. Donc un jour, il prend une calache et il tire sur tout le monde parce qu'il en peut plus, il est fou. Moi, c'est ça, Joker. Tu vois, c'est pas un doublement de personnalité. Et donc, pour moi, son avocate a tort. Elle défend mal son client. Enfin, elle le défend bien pour le faire sortir, mais c'est pas moralement juste. Et donc, je trouve que le perso le plus moral de l'histoire, c'est Arthur Fleck qui dit « Je suis responsable de mes actes, et je les regrette pas parce que j'avais toutes les raisons de le faire. » Tu peux avoir cette double personnalité, dans le sens, tu as ton côté calme, donc le côté Arthur raté, qui est pas bien dans sa peau, et ce rôle qu'il va se donner en tant que Joker, où il peut se libérer, sauf qu'il a vu que ce rôle-là, cette personnalité-là qu'il peut avoir, elle est néfaste pour les gens qui l'entourent. Oui, mais c'est pas un TDI. Trouble dissociatif de l'identité, que généralement dans les films on traite des schizophrènes, tu vois ce que je veux dire? Non, pour moi c'est pas dans ce sens-là, mais c'est pas poussé à ce point-là, mais c'est juste qu'il est... Il n'y a pas un autre personnage qui prend totalement le contrôle. C'est juste qu'il a ce rôle, il se donne ce rôle de Joker, mais il se rend compte que cette personnalité-là qu'il peut avoir, elle est... Elle est pas bonne, elle est pas bien. Non, mais parce que ce que plaide son avocate, c'est justement le trouble dissociatif de l'identité, qui dit il y a une entité au fond de lui qui prend le contrôle et qui... Ouais, non, dans ce cas-là, non. Et donc c'est pour ça que je te dis, son avocate, après c'est ce qui aurait marché, parce que tu plaides la folie, tu plaides c'était pas moi, c'était quelqu'un au fond de moi, etc. Et a priori, dans le système là, ça aurait marché. Mais il refuse de faire ça. Bon.
Après, bon, il y a le propos effectivement sur le fait qu'ils soient maltraités dans l'asile. Les matons, à la fois, Ils sont à la fois gentils et à la fois des ordures. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, si tu fais copain-copain avec eux, mais tu seras jamais copain avec eux, il y a toujours un rapport Oui. hiérarchique. Il y a toujours un moment On où le ils voit vont dire quand non mais il- arrête, stop. Quand il lui tape dans le dos, merci mon pote, qui se prend un taquet immédiatement, c'est en mode je suis pas ton pote. Et c'est toujours genre le petit pouvoir dès que tu parles mal d'eux. En fait, personne les contrôle, ces gens-là, il n'y a rien. C'est le propos de Watchmen, c'est Who's watching the Watchmen. Ça, c'est les gardes, mais qui surveillent que ces gardes font pas n'importe quoi. Qui surveillent que ces gardes, en fait, sont pas en train d'amplifier la raison pour laquelle ces gens sont venus à la base. Le film le dit, il faut que tu ailles dans un vrai hôpital. Là, c'est pas un hôpital, c'est un asile. Mais bon, je suis pas sûr que le propos soit le plus intéressant du film parce que on n'a rien appris de nouveau. Oui, il y a des gens maltraités dans les asiles. Ouais, non, t'as pas de... C'est juste leur relation avec eux au quotidien, comment ils vont passer du côté gentil à... Ah, bam, et après le saquer derrière quand ils reviennent. On voit un Harvey Dent très jeune et très imbu de lui-même. Ah, très fier. Alors, j'aime pas cette manière de présenter Harvey Dent, parce qu'Harvey Dent, c'est quand même être censé quelqu'un qui est très réfléchi et qui, justement, avant de vriller, de devenir double face, était la solution. Bon, après, le film lui donne raison, parce qu'il a effectivement tué 5 personnes, mais il est tellement jusqu'au boutiste. Mais d'un autre côté, c'est en début de carrière. Et en début de carrière, Il faut faire ses preuves. surtout aux US, t'as vraiment, faut abattre à la chaîne, faut gagner tous tes procès. Il y a un peu une critique de ça, justement. Il est un peu, très costume, très droit. Il se lève, il met son bouton, il se rasseille 2 secondes après. Très suffisant, très hautain dans Très ses... suffisant, exactement. Face à quelqu'un qui, en face de lui, a effectivement été un meurtrier, mais qui a plein de raisons. Lui, c'est vraiment peut-être trop l'efficacité, et c'est justement peut-être un reproche fait à la jeunesse d'un jeune procureur qui est vraiment pas du tout dans le social, pas du tout dans les causes. On va juste traiter les conséquences, tous les criminels en prison, point, et ça ira mieux, quoi. Après, bon, il a aussi un dossier qui il gagne à 100%. Oui, mais tu vois, ça aide. on voit que le film veut le faire passer pour quelqu'un Oui. d'autre, hein, donc il y a un message forcément. Bon, bah donc voilà pour notre avis sur Joker Folie à deux. C'était effectivement un film où ils sont deux. Est-ce que c'était la folie? Pas non plus, c'est un bon film, mais ouais, non, j'assume cette blague, je suis désolé. Non, c'était un bon film. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un bon film. Non, le film est bien dans son ensemble. Mais là où j'ai eu envie de revoir le 1, celui-là, j'ai peut-être pas trop envie de le revoir. Je pense qu'il y a des choses à analyser, mais j'ai moins aimé purement et simplement le produit filmique qu'on m'a donné. Il est bien, mais... comme tu dis, ça va apporter plus de réflexion, ça va mettre en parallèle le 1. Donc non, ça reste un film maîtrisé, réfléchi. Au final, son arc Joker se clôture bien. Mais je pense qu'il était important pour Todd Phillips de donner une suite à son phénomène de société qui était le Joker. Maintenant, je suis curieux de voir ce qu'il va faire ensuite, parce qu'il passait de la trilogie Very Bad Trip, qui aurait été un phénomène de société, mais pas parce que c'était particulièrement bien réalisé, etc. C'était parce que le concept même était fort. Maintenant, il a fait le Joker et Joker 2. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il va faire ensuite. Est-ce qu'il va réussir à continuer à être intéressant ou est-ce que... à rechanger de registre, continuer dans un peu un truc dramatique très profond. Voilà, du drame, un peu plus que de la comédie potache. En attendant, on vous conseille d'aller voir le Joker. Nous, la folie à deux. Donc voici qui conclut notre avis sur Joker Folie à deux. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, probablement un petit vlog sur Gladiator 2, puisque bon, il y a une grosse attente. Il y a une grosse attente ou pas, en tout cas, c'est quand même un élément important Gladiator pour notre chaîne, et que c'est un film, on en a parlé dans la vidéo sur les films à venir. On va, à mon avis, avoir des choses intéressantes à raconter et puis à mettre en parallèle avec notre côté sur côté. Allez voir notre côté sur côté si vous ne l'avez pas vu. Il est en description, il doit apparaître quelque part à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de nous suivre sur les réseaux, que ce soit Twitter, X, Instagram, et c'est tout, parce qu'on n'est pas non plus sur nous un endroit. Et YouTube, principalement. Et dites-nous ce que vous avez pensé, si vous avez des théories sur le film, parce que moi je trouve que c'est un film à analyser, je serais curieux d'en parler avec vous. Et puis on en reparlera peut-être on en reparlera nécessairement quand on fera la vidéo de classement. Donc d'ici là, peut-être qu'on aura, avec vos commentaires ou nous en y réfléchissant, un avis un peu différent. Mais en attendant, et nous, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous!